Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette session donc sur la démystification de la signature électronique. On va se présenter brièvement. Donc moi je suis le chevelu à votre gauche. Je m'appelle Rémi Léraud et ça fait 3 ans que je suis analyste développeur chez Logigram. Et moi, c'est le barbu qui est à votre droite, enfin, c'est à votre gauche, on aurait dû échanger. Je suis chef de projet junior actuellement et analyste développeur 4D dans la société Logigram depuis bientôt 3 ans aussi. Durant cette session, on va découper un peu en plusieurs parties. Donc tout d'abord avec un tout petit peu de théorie. On va vous présenter un peu les bases de la signature électronique. On va parler de texte de loi, on va parler aussi de date. On vous présentera les formats de signature électronique, les différents types. Puis on vous présentera l'application que nous avons préparée pour le Summit qui nous permettra de créer un PDF et de le signer. On vous présentera aussi comment implémenter la bibliothèque PHP qui nous a servi à signer le PDF, ainsi que la librairie JavaScript qui nous permet de signer. Ensuite, on vous expliquera un peu plus le code en détail. Et on ira un peu plus loin donc avec quelques améliorations et quelques spécifications. Et enfin, avec d'autres solutions qu'on vous présentera, donc des solutions toutes faites qui vous permettent de créer directement avec une API la signature électronique. Du coup, avant de rentrer dans les détails, on va juste vous donner un petit peu de vocabulaire. C'est des définitions dont vous aurez besoin au cours de la session. La première définition, ça va être les données personnelles. On va distinguer 3 types de données personnelles. Les données personnelles directes qui peuvent vous identifier directement. Donc ça va être un couple nom-prénom, ça va être une photo ou un email nominatif. On a à contrario les données personnelles indirectes qui nécessitent un intermédiaire pour vous identifier. On va penser notamment à un numéro de sécu. Un numéro de sécu, si vous l'avez tout seul, vous ne pouvez pas identifier la personne. Quand vous avez le lien avec la base de données, vous avez la possibilité de faire le lien donc, avec la personne. Vous avez également les empreintes digitales. C'est donc une empreinte digitale toute seule, vous ne pouvez pas identifier la personne si vous n'avez pas l'intermédiaire. Et enfin, on a les données personnelles qu'on appelle recoupées. Ça va être une suite d'informations qui va vous permettre, encore une fois, d'identifier une personne. On va trouver, par exemple, je peux vous donner le fils du boulanger de la rue de la République, par exemple. Parce que ça vous donne une suite d'informations qui va vous amener à une personne. On a ensuite la personne physique et la personne morale. Ça va être important pendant cette session, puisqu'il va y avoir une distinction au niveau de la signature. La personne physique, c'est vous, c'est moi. Hein, c'est un être humain auquel on attribue des droits. La personne morale, c'est une entité juridique à qui on attribue aussi des droits et des devoirs. Généralement, une personne morale, ça va être une entreprise ou une association. On a ensuite le certificat qualifié. Donc c'est un certificat de haut niveau qui va servir, qui va être remis en main propre à une autorité, par une autorité de certification, donc suite à une demande. Donc c'est un certificat qui va être remis en main propre sur un support physique. Ça c'est un point important. Et enfin la contre-marque d'horodatage, le timestamping que vous connaissez peut-être un petit peu, qui va être la position donc, sur un document d'une représentation unique des données, d'une représentation universelle de temps, ça c'est très important. Et la troisième, donc du certificat d'unité d'horodatage, ça aussi, donc ça va être le certificat qui définit quelle application donc, a posé le timestamp. Je vais faire un petit point donc, sur les dates. Je pensais que ça serait bien. Donc, c'est aussi une des raisons pourquoi nous sommes ici aujourd'hui devant vous. Il faut savoir qu'au 1er juillet prochain, tous les textes de loi en rapport à la signature électronique rentrent en application. Donc, ce sont des textes qui, tout d'abord, ont été définis le 13 décembre 1999 par une directive du Conseil européen et du Parlement européen. Donc, c'est depuis 1999. Ensuite, il y a eu donc, des modifications le 23 juillet 2014 qui ont été faites par les mêmes personnes afin de définir certains points supplémentaires qui l'abrogent et le précisent. Et donc, cette année, c'est le 1er juillet que ces textes et toutes ces lois rentrent en vigueur. Donc c'est une date qui est quand même importante. Cependant, les prestataires de services qui aujourd'hui utilisent déjà des systèmes de signature électronique ont 1 an supplémentaire pour se mettre en conformité. Je vais maintenant passer au point clé du texte que Mathieu vient de présenter, donc ce règlement 910-2014. Donc les points clés de ce texte, ça va être le recommandé électronique. C'est un service que vous avez peut-être déjà utilisé, qui est proposé par la Poste, qui permet donc d'envoyer un courrier recommandé comme vous le feriez normalement. Par contre, on va pouvoir l'envoyer depuis son ordinateur. Et la particularité, c'est qu'il pourra être reçu en version papier, dans la boîte aux lettres, ou en version numérique, donc par mail par exemple. Le deuxième point important, c'est la contre-marque d'horodatage que j'ai présentée juste avant. Donc, qui va permettre d'apposer sur un document une marque de temps universelle et qui va certifier de l'intégrité du document à un moment donné.
Le troisième point important, c'est le cachet d'entreprise. C'est ce qui va servir de signature pour la personne morale. C'est pour ça qu'on vous l'a défini juste avant. Donc c'est ça qui va vous permettre de remplacer le tampon de l'entreprise pour tamponner par exemple des factures ou des fiches de paie. Et enfin, le dernier point, c'est la signature électronique qu'on va détailler maintenant. Donc la signature électronique, juste un petit point. Donc, tous les textes qu'on vous présente depuis tout à l'heure, ces textes permettent d'uniformiser les pratiques. C'est-à-dire qu'ils permettent de définir un cadre spécifique, un cadre pan-européen de la confiance numérique. C'est-à-dire, les règles étant bien posées, bien définies, les personnes ont plus confiance au système qui va leur permettre de signer. Ces personnes, même aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, je me suis mis à signer directement chez SFR ou n'importe quelle société prestataire de services, directement un contrat en signant. On le voit de plus en plus, les gens vont avoir de plus en plus confiance en ce système, petit à petit, sachant que les règles sont posées derrière. Au niveau de la reconnaissance européenne, le but de ces textes de loi, c'est de fournir aux personnes le fait de signer, par exemple, en Espagne, sur un système numérique qui a été créé, par exemple, en France par une société informatique française, et qui soit recevable devant un jury en Allemagne. Donc c'est vraiment ce cadre européen qui est mis en avant. Le fait aussi d'avoir des textes de loi permet d'être juridiquement recevable. Devant la justice, la signature électronique, dans sa troisième forme, donc on va vous présenter juste après les niveaux de signature, sous sa troisième forme, la signature est équivalente à la signature manuscrite. C'est un point important. Et pour finir, et pas le moins important, pourquoi toutes les sociétés passent aujourd'hui à la signature numérique? C'est un gain de temps et d'argent. Donc un gain de temps parce que le document qui va être signé électroniquement est facile à envoyer, instantané. Il va être aussi très facile à recevoir. La gestion de ces documents PDF est la plupart du temps automatisée. Il y a beaucoup de choses qui se font derrière qui rendent la chose très facile. Ensuite, il y a aussi le gain de temps. Ça va être le temps passé, le gain d'argent, excusez-moi. Ça va être les timbres, ça va être les impressions, le papier, mais on peut aller aussi un peu plus loin. Ça va être le temps passé pour la personne qui va faire signer des clients. Ce temps qu'elle peut gagner à faire autre chose. Mathieu a parlé donc de trois formes, c'est des niveaux de signature qui sont définis donc, dans le texte. Le premier niveau, c'est la signature simple, qui va donc permettre de garantir l'identité du signataire. Donc quand c'est une personne qui signe, ça ne peut pas être une autre qui signe à sa place. Le fait qu'elle soit non falsifiable, qu'elle soit unique. Également le fait qu'elle soit non modifiable. Une signature ou un document qui a été signé, quand il est modifié, la signature est plus valable. Et enfin, qu'il soit irrévocable. Signer un document, c'est un petit peu comme le mariage. Vous ne pouvez pas revenir dessus, vous ne pouvez pas le nier. Il faut passer devant la justice forcément. Et enfin, c'est une signature qui se base sur un certificat, donc RGS 1 étoile. On expliquera tout à l'heure, c'est un certificat de bas niveau qu'on vous présentera plus en détail tout à l'heure. Donc on va passer au deuxième niveau, donc c'est la signature avancée. On retrouve à gauche le tronc commun avec la signature simple, donc on retrouve exactement les mêmes principes, sauf qu'avec quelques spécificités pour celui-ci. Donc on a le certificat RGS 2 étoiles. Donc à partir de ce moment, on arrive sur un second niveau. Donc on a le certificat qui est remis sur un support physique. Donc c'est plus un certificat sous forme numérique comme le premier niveau. Ici, on a une clé USB ou une carte à puce qui contient le certificat. On a ensuite les données de création de la signature électronique qui sont sous contrôle exclusif du signataire. C'est-à-dire que la personne qui va signer a dans sa clé USB son certificat, qui est une des données. Mais il peut avoir aussi un code PIN qui lui sera envoyé par SMS, qui est vraiment unique à lui, et par exemple le dessin de la signature, qui est une donnée numérique. Et ensuite, les modifications ultérieures qui sont détectables, on vous l'expliquera un peu après avec un schéma. Une fois que le document est modifié, s'il a été signé avant, la signature n'est plus valable. Il y a un message qui vous dira « la signature n'est pas valable, il y a eu des modifications entre-temps ». Certains systèmes vous proposent même de voir les modifications qui ont été faites entre-temps. Le dernier niveau qui a été défini dans le texte, donc c'est la signature qualifiée. On a toujours ce tronc commun, donc avec l'identité du signataire, tout ça. Les spécificités de cette signature-là, ça va être un certificat RGS 3 étoiles, donc c'est un certificat qualifié, dont j'ai donné la définition tout à l'heure. Où on peut trouver un certificat équivalent, on verra tout à l'heure pour les certificats RGS et pour les certificats français. C'est une signature qui doit absolument être créée à partir d'un dispositif de signature qui est qualifié. C'est un dispositif qui doit être audité et qui doit être certifié comme étant conforme à la loi. C'est ce niveau-là de signature qui équivaut juridiquement à la signature manuscrite. En dessous, c'est des signatures qui sont valables, qui sont recevables, mais qui ne sont pas équivalentes.
Et enfin, une signature qui est créée, donc, qui est qualifiée et qui est créée sur un dispositif qualifié, c'est une signature qui est considérée par la justice comme fiable jusqu'à preuve du contraire. C'est un point important parce que ça veut dire que si quelqu'un conteste la signature, c'est à lui de prouver que la signature n'est pas valable. Donc, au niveau des formats de la signature électronique, nous avons 3 standards. Donc, avec le premier, PADES, pour PDF Advanced Electronic Signature, c'est le plus commun. C'est celui qui va vous permettre de signer vos documents PDF. Donc, ce qu'on retrouve pour les factures, les fiches de paie, bien sûr, c'est celui qu'on va retrouver le plus souvent. Ici, la signature est à l'intérieur du document PDF. Il y a des champs qui sont prévus, exprès pour la signature, des champs PDF, qui vont être remplis. Donc ici, quand on fera la démonstration, la bibliothèque PHP va directement remplir ces champs PDF. Nous avons le deuxième format, donc le CADES, qui est spécialisé pour les fichiers binaires. Donc c'est ce qui vous permet de signer par exemple une vidéo, des images, un programme. Ici, la signature est stockée à l'extérieur du document. Et enfin, le dernier, XADES, qui est idéal pour vos fichiers XML. Donc on peut retrouver n'importe quel document XML qui pourrait être signé. Mathieu a parlé juste avant donc, de signatures qui se trouvent dans le document ou à côté. Je vais détailler un petit peu ça. On va retrouver donc, plusieurs positions possibles pour la signature. On va parler de signature enveloppée. Quand la signature se trouve dans le document, comme pour le PDF, il y a des champs à l'intérieur du PDF que vous ne voyez pas quand vous regardez le PDF. Mais c'est des champs qui sont prévus pour la signature. Donc la signature va se retrouver dans le document. On a ensuite la signature enveloppante qui va être pas mal par exemple pour le XML. C'est la signature qui va elle contenir les données. Donc on aura par exemple une balise dans le XML qui va contenir les données qui sera à l'intérieur de la signature. Et enfin donc la signature détachée que Mathieu a présenté un petit peu, donc qui se trouve à l'extérieur du document. Pour les fichiers binaires notamment, si vous incluez quelque chose dans un fichier binaire, vous allez abîmer le fichier binaire, il ne sera plus utilisable. Donc on stocke dans ce cas-là la signature à côté du document. Je vais maintenant détailler le processus, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Le processus de signature, c'est là que je sors le laser. Donc la première étape de la signature, c'est quand on a les données, on va utiliser une fonction de hachage pour générer une empreinte. C'est une empreinte qui va être unique, donc on va utiliser une fonction de hachage comme ça peut être SHA-256 par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu. À la suite de ça, on va utiliser donc une clé privée. Cette clé privée va nous servir à générer la signature du document en cryptant les données, en cryptant l'empreinte qu'on vient de générer. C'est là ensuite qu'on a le certificat qui intervient. C'est la dernière étape. On va lier la signature et le certificat dans les données, comme on va le montrer tout à l'heure avec notre bibliothèque PHP. Et on obtient donc à la fin les données qui sont signées numériquement. Et seulement une fois qu'on a fait tout ça, on a donc notre document qui est signé. Pour la vérification, c'est la deuxième étape. Donc quand on reçoit un document signé, pour vérifier qu'il y ait bien une signature, pour vérifier qu'elle soit valide. On a donc notre document qui arrive signé numériquement avec les données. On va récupérer les données, générer avec la fonction de hachage encore une fois l'empreinte, donc celle-là. Et on va récupérer donc la signature du document, utiliser la clé de chiffrement publique qui se trouve dans le certificat pour obtenir l'empreinte. On va comparer ensuite ces deux empreintes. Si les empreintes sont égales, le document est valide. S'il y a une différence, c'est qu'il y a une modification des données entre-temps, entre le moment de la signature et le moment d'ouverture du document. Et là, la signature est plus valable. Donc on vous parlait de certificat, c'est un point important pour la signature électronique. Donc actuellement, les textes de loi parlent de la norme cryptographique X509. Donc c'est une norme qui concerne les infrastructures avec les publics, les PKI, Public Key Infrastructure. C'est une norme donc, qui représente aujourd'hui les standards de certification numérique pour notre signature. Donc elle se trouve sous cette forme. Au côté gauche, c'est la version bien sûr ouverte dans un fichier texte, donc crypté. Et la version à droite que vous avez peut-être déjà utilisée quand vous avez fait un projet web, SSL, ou vous avez sécurisé une connexion, vous trouvez des certificats de ce type. Donc on a parlé tout à l'heure des niveaux de signature et les niveaux de certificats qui vont avec. Donc on va distinguer 4 possibilités. D'abord le RGS 1 étoile, donc c'est le plus bas niveau. Donc une étoile normale qui va être donc le certificat pour la personne physique. On a son équivalent pour la personne morale, le certificat RGS serveur. Donc on trouve des offres en général pour la première partie, donc comme vous voyez à 50 € par an. C'est un certificat qui doit être renouvelé régulièrement, hein, donc vous pouvez acheter un certificat pour 1 an, 2 ans, 3 ans par exemple. Pour la partie donc RGS 2 étoiles et 3 étoiles, Mathieu vous l'a dit tout à l'heure, c'est des certificats qui se trouvent sur un support physique obligatoirement. Donc c'est des certificats qui ne peuvent pas être stockés en format numérique et pour qu'ils soient sous le contrôle exclusif du signataire. Donc on trouve des offres à partir de 75 € par an
Il faut par contre acheter également le support physique. Donc là, on va avoir 50 € ou 90 €. En fonction du support physique, ça peut être une clé USB ou une carte à puce. Le certificat RGS Server, il va servir pour mettre en place, comme on l'a dit tout à l'heure, la signature électronique pour la personne morale, pour pouvoir automatiser le processus, avoir un serveur de signature qui va signer automatiquement tous les documents qui se trouvent dans un dossier. Alors on vous a fait un petit tableau récapitulatif, parce que c'est pas évident avec tous ces niveaux de signature de savoir laquelle implémenter, laquelle vous allez avoir besoin. Donc ce n'est pas forcément fixe, c'est juste un exemple de base. Sur certains documents, ils préconisent souvent de faire une analyse juridique. Malheureusement, en cas de problème et en cas de réfutation, la personne qui va contester la signature, si vous n'avez pas le niveau suffisant de signature, devant un jury, ça va peut-être mal se passer. Donc, suivant le type de document, des fois, certaines analyses juridiques permettent de savoir quel niveau sera adapté à votre document. Donc ici, c'est un petit exemple. Donc, pour une facture, on est sur du 2e niveau minimum. Mais par contre, sur du mail, on peut être sur du 1er niveau. Par exemple, le postier, quand il vient vous amener un colis, il vous demande peut-être un nom, il vous fait signer sur sa tablette, il n'y a rien de vraiment de précis. On reste quand même sur du 1er niveau. Il n'y a rien d'exceptionnel qui est fait, pas de carte d'identité ou quoi que ce soit. Juste avant de passer à la démo, on va détailler un petit peu les étapes qu'on va voir. On a choisi de couper donc, notre démonstration en 3 morceaux. La première étape, ça va être la génération du certificat. Donc on va découper encore, on va générer les clés de cryptage et on va faire notre demande de certificat. On a ensuite la création du PDF signé, donc c'est là que Mathieu va pouvoir faire le dessin de sa signature et l'attacher dans le PDF. Et enfin, on va utiliser, donc, comme je l'ai montré dans le schéma tout à l'heure, le rattachement du certificat. Donc c'est là qu'on va faire le lien avec les données, le certificat, et qu'on va créer donc notre PDF qui sera officiellement signé. On va passer donc à la démonstration. Alors du coup pour cette application, donc le premier niveau, la première étape qu'on va faire, c'est générer le certificat. Donc pour ça, Mathieu va rentrer des informations, donc son nom par exemple, le pays, va mettre une localité par exemple. Il aura également le nom de l'organisation, ça il peut le mettre, l'endroit où il travaille également, et il va cliquer sur générer. Donc là il va générer le certificat. Donc on a bien le message, nous, vous aurez bien sur la base, sur la clé USB. Donc là, il génère le certificat. On a choisi de le stocker, nous, dans le dossier de ressources de 4D. On va passer à la deuxième étape. Donc c'est notre document et l'image de la signature qu'on va rajouter dans le document. Donc là, Mathieu va noter son nom pour dire que c'est bien lui qui signe. Il va ensuite utiliser donc, ce formulaire-là qu'on détaillera tout à l'heure pour pouvoir signer et donc créer sa signature et créer l'image surtout de la signature qui sera ajoutée. Il va ensuite pouvoir enregistrer le document. Il va l'imprimer cette fois-ci en PDF. C'est à partir de cette étape-là que vous pouvez regrouper les deux étapes. Donc là, il imprime son PDF. Le petit détail, c'est par rapport à PDF Creator. Sur Windows 10, c'est inclus directement dedans. Donc on n'a rien installé, plus besoin d'installer le PDF Creator ou de version, quoi que ce soit. Là, c'était automatique. On a travaillé sur Windows 10, nous, pour développer l'application. Par contre, il y a le code quand même pour générer le PDF avec PDF Creator. Voilà, il a donc enregistré son document PDF sur le bureau pour que ce soit plus simple à retrouver. Et c'est là qu'on va faire la dernière étape, donc on va lier toutes les données. Donc Mathieu va mettre que c'est lui qui signe, il va mettre l'endroit où il signe, donc France-Paris. Il va mettre la raison pour laquelle il signe, ça peut être important, donc là pour le summit. Et il va mettre une information de contact, c'est encore une fois une information qui va permettre de certifier de son identité. C'est lui qui signe avec son adresse. Il va aller chercher son document PDF qui se trouve sur le bureau, et il va signer son document avec un simple clic. Voilà. On a donc le message comme quoi le document a bien été signé. Il se trouve juste à côté du document d'origine. Nous, on a choisi, donc, comme je vous l'ai dit, de séparer en plusieurs étapes. On ne réutilise pas le même document. On a notre document de base, on va utiliser un autre document qu'on va signer. Donc, à la suite de ça, on a le document qui s'ouvre automatiquement. Donc, on a choisi de l'ouvrir automatiquement dans Adobe Reader. Donc, vous avez le document. Si tu peux descendre un petit peu, Mathieu, pour montrer la signature. Donc, en bas, vous avez la signature qui est incluse dans le PDF. Et vous avez également Adobe qui vous dit donc, que le document a été signé, que le certificat n'est pas valide, puisque nous, on n'est pas une autorité de certification, on n'est pas reconnu par Adobe, donc notre certificat n'est pas valable. Mais avec un certificat que vous auriez acheté, par exemple, c'est tout à fait bon. Vous avez à gauche les informations de la signature, donc notamment le fait que le PDF ne soit pas modifiable. On verra tout à l'heure, au moment de la création de notre PDF, il y a une option qui permet de mettre que le PDF soit non modifiable.
On a d'autres informations, donc, comme par exemple l'heure à laquelle Mathieu a signé, ce genre de choses. Vous avez accès aux informations du certificat également, si je ne dis pas de bêtises, en cliquant là. Vous avez donc les propriétés de la signature, où est-ce que ça a été fait, à quel moment, puis les informations du certificat, si tu peux les montrer. Ouais. Voilà. Donc c'est le certificat que Mathieu a généré, il l'a bien généré pour Logigram, quand est-ce que ça a été généré, etc. Ah, trop tard, tu peux revenir. Dans les informations du certificat, dans le détail, dans le deuxième onglet, vous avez là encore ce qu'on a retrouvé tout à l'heure qu'on vous a présenté sur la diapo, donc l'algorithme de cryptage, l'identifiant du certificat, donc un numéro unique. On va donc aller voir un petit peu plus en détail le code dans 4D. Hop, d'abord avec la structure. Ouais, pour vous montrer la structure, on a fait quelque chose d'hyper simple. Hein. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. La seule particularité, ça va être au niveau du timestamp de la signature. On a choisi de le mettre en entier 64 bits pour une raison un petit peu simple. C'est que quand on va signer le document, on a besoin que ce soit beaucoup plus précis. Si on le met en secondes, on pourrait se retrouver par exemple avec 2 documents signés à la même seconde, si le process va très vite. Donc nous, on va sur de la milliseconde, et pour stocker sur de la milliseconde, on a besoin de l'entier 64. Hop, on est arrivé donc sur la première étape où on a généré le certificat. Donc ça, c'est la méthode donc, du bouton. Donc là, je vous ai dit, on va encore détailler donc la première étape. On va la séparer en plusieurs étapes encore. La première étape, c'est de générer les clés privées et publiques. Donc c'est une méthode qui en français s'appelle générer clé de cryptage, si je ne dis pas de bêtises. Donc il va avoir besoin de 2 blobs, un blob pour la clé privée, un blob pour la clé publique. Et le troisième paramètre, c'est un paramètre qui donne la taille en bits de la clé. Plus la clé est longue, plus la sécurité va être meilleure. Par défaut, si je ne dis pas de bêtises, c'est 512. On va ensuite récupérer les informations. C'est des informations qui sont nécessaires pour la génération de la requête du certificat. Donc ça, vous trouvez les informations dans la doc. Hein. Pourquoi les codes 13, 14, 15, 16 et tout ça. Donc ça, c'est dans la doc de la commande de générer certificat. Voilà. Qui va donc vous donner, par exemple, que pour un certificat, vous avez besoin du nom de domaine, ce genre de choses. C'est des informations qui sont essentielles. À la suite de ça, on va donc utiliser la commande générer demande de certificat en donnant le blob de notre clé privée, le blob de sortie de notre demande de certificat et donc les 2 tableaux pour les informations. On va ensuite récupérer les chemins d'accès de notre clé privée donc en format TXT, de la demande de certificat et du certificat. Donc nous, on a choisi encore de stocker tout ça dans le dossier de ressources de 4D. On va les passer dans des documents. Et on va récupérer, avant la dernière étape, les mêmes chemins en version Unix, puisqu'on va appeler la commande OpenSSL qui a besoin des chemins en Unix. Donc la dernière étape, c'est la génération du certificat à proprement dit. Donc on va lancer un process externe en appelant OpenSSL pour faire une requête de certificat X509. On a plusieurs paramètres pour cette requête. La première, c'est le chemin d'accès à la demande de certificat en Unix, le chemin d'accès à la clé privée, le chemin de sortie donc, du certificat dont vous avez besoin, l'algorithme de cryptage du certificat, le format de sortie, donc nous on a choisi PEM, et enfin la durée de validité du certificat en jours. Nous on va générer un certificat donc, qui est valable 1 an. On va passer au code du coup pour la deuxième étape. Donc le moment où Mathieu dessine sa signature. Je ne vous montre pas l'autre formulaire parce qu'on va simplement appeler ce formulaire-là, donc c'est pas spécialement intéressant. Donc c'est une zone web. On verra tout à l'heure la page web qu'on charge dedans. Donc on va charger donc simplement notre page qui s'appelle index.html, qui est toujours dans le dossier ressources. Hein. On a tout stocké là-dedans. Donne-moi le code HTML d'abord, s'il te plaît. Voilà. On va montrer où il est quand même. Donc dans le dossier ressources, on a directement notre fichier index.html et notre bibliothèque JavaScript qu'on a utilisée donc pour faire le dessin de la signature. Donc c'est une bibliothèque qui est open source, donc vous pouvez utiliser. Elle est sous licence MIT, si je ne dis pas de bêtises. Et elle est présente dans la bibliothèque Wakanda, directement en librairie. Également, ouais, vous pouvez donc la télécharger directement dans Wakanda. Donc notre fichier HTML, c'est un fichier, donc simplement on va inclure la bibliothèque JavaScript, donc SignaturePad. C'est un fichier qui est vide. La seule chose qu'on va faire, c'est que quand il est prêt, le document, on va inclure un élément canvas, donc c'est cet élément dans lequel on peut dessiner, c'est un élément d'HTML5. Et on va initialiser donc notre canvas à la taille exacte de la fenêtre, moins une petite marge hein, pour pouvoir le voir correctement. Et la dernière étape, ça va être d'initialiser donc un objet SignaturePad, qui est un objet qui est défini dans la librairie JavaScript. Donc c'est cet objet-là qui va nous permettre de dessiner
les courbes propres, parce que la librairie utilise une interpolation de courbes de Bézier pour faire des courbes beaucoup plus propres et avoir une signature qui est plus jolie pour éviter que ce soit saccadé. On va utiliser ensuite dans notre formulaire 4D les méthodes de la signature de la librairie, donc SignaturePad, avec la méthode donc WA exécuter JavaScript function. Donc on appelle donc SignaturePad, c'est notre objet qu'on a défini juste avant. Et on va appeler la méthode clear qui permet simplement de nettoyer le canvas et de le rendre tout blanc pour que vous puissiez re-signer ou si vous avez fait une erreur, si la signature ne vous plaît pas par exemple. C'est une commande qui, pour quelques précisions, c'est une commande qui a été refaite en V14, donc qui vous permet d'appeler des fonctions JavaScript directement et d'avoir même une référence aux objets de votre zone web. Le deuxième bouton, c'est le bouton donc, qui va permettre d'enregistrer l'image de la signature. On va encore appeler la même fonction de 4D qui permet donc... on va appeler la fonction de signature qui s'appelle toDataURL qui va permettre de récupérer l'image de la signature que Mathieu a faite en version en texte encodé en base 64. Donc simplement, on va récupérer ce texte, on va le décoder de base 64 vers un blob, de blob vers l'image, et on va créer une miniature pour que toutes nos signatures, quel que soit l'endroit où elles soient, elles aient toutes la même taille. Et enfin, la dernière étape, on va remplir dans le document le timestamp. Donc là, on utilise une méthode standard à nous qui permet d'écrire donc avec la date courante et l'heure courante le nombre de millisecondes. On va passer à la dernière étape, donc l'association du certificat et des données à notre PDF. Donc pour ça, on va utiliser donc les bibliothèques de PHP. On va aller chercher donc le fichier PHP qu'on a développé nous, qui s'appelle signPDF, qui se trouve donc dans le dossier ressources. On va simplement appeler la fonction de 4D PHP execute. On va appeler notre fonction qui s'appelle sign, qu'on verra juste après, avec les différents paramètres. Donc les informations, c'est toutes les informations que Mathieu a rentrées. Également le chemin d'accès au PDF d'entrée et au PDF de sortie. Voilà, petite particularité, on ouvre directement avec la commande OpenURL et Acrobat Reader, donc en argument pour pouvoir ouvrir le document tout de suite. Donc dans notre fichier ressources, on a ce fichier qui s'appelle PDF PHP2, ce dossier, pardon. C'est là-dedans qu'on va retrouver donc, notre certificat, notre demande de certificat et notre clé privée qu'on a générée juste avant. On retrouve aussi toutes les librairies donc, en PHP et les dépendances qui sont nécessaires à chacune des librairies. Et notre fichier, bien sûr, signPDF qui est là, que nous, on a développé. Voilà. Donc ça, c'est notre fichier PHP à nous. Le début du fichier, c'est simplement, on va inclure les dépendances des librairies. Donc la première, c'est TCPDF qui permet d'avoir accès à la méthode de signature, qui permet vraiment de lier la signature et le PDF. On a ensuite FPDI et FPDF qui sont des bibliothèques qui permettent de générer les PDF, notamment, comme on le verra juste en dessous, donc qui va permettre de définir un PDF d'entrée comme base. D'ailleurs, ce sont des librairies qui sont open source. Oui, encore une fois, c'est des librairies qui sont open source. Sur la clé USB, vous trouverez une doc qu'on a écrite qui détaille un petit peu plus les librairies, si vous voulez, notamment les licences qui sont utilisées pour ces librairies, mais c'est toutes des librairies open source. Donc dans ce fichier PHP, on n'a qu'une seule fonction, c'est la fonction sign, donc avec quelques paramètres. La première étape, c'est de définir un objet FPDI, donc qui va servir pour notre PDF. On va ensuite récupérer le PDF d'entrée, copier toutes les pages du PDF d'entrée dans notre PDF de sortie. On va récupérer donc les informations que Mathieu a tapées, son nom, l'endroit où il a signé, la raison pour laquelle il a signé. On va récupérer également le chemin d'accès au certificat et à la clé privée. Et on va pouvoir enfin appeler à ce moment-là la méthode cette signature pour vraiment, à ce moment-là, lier les données de la signature du certificat dans notre PDF. Une petite particularité, le cadre noir que vous avez vu tout à l'heure autour de la signature, c'est avec cette méthode-là qu'on utilise. C'est une méthode de TCPDF encore, donc qui permet de définir quelle zone de notre document représente la signature. Vous pouvez aussi bien faire une signature qui n'a pas de représentation si vous voulez. Hop. Alors. On va étendre un petit peu le sujet. On voulait vous proposer une solution qui vous permet de signer, parce que signer c'est bien. Signer à distance c'est beaucoup mieux. C'est tout l'intérêt. Donc c'est ce qu'on va faire là avec RDP, donc qui permet de se connecter à un bureau à distance et donc d'avoir accès à votre application depuis par exemple là comme Mathieu l'a fait dans un navigateur web et donc de ne pas avoir à retaper du code pour avoir votre solution disponible sur le web. Donc là Mathieu va se connecter à une session d'une machine à distance. C'est vrai qu'on parle beaucoup de mobilité, vous avez beaucoup de sessions de mobilité, même depuis 2 ans, beaucoup de solutions qui vous disent... C'est juste pas la bonne session, ouais. Qui vous disent par exemple déporter votre application
C'est une des solutions. Voilà, donc c'est une session donc de la machine qu'on a faite exprès pour ça. Donc on se connecte là. Vous voyez toujours, on est à l'intérieur du navigateur web, hein, mais on a accès à un bureau 4D, à un bureau Windows, pardon, et on a toujours l'accès à notre base 4D. On va pouvoir se connecter donc à distance depuis directement le navigateur. Et là, Mathieu se connecte, il a l'application toujours dans son navigateur et il a accès à toutes les fonctionnalités de l'application. La seule chose, c'est qu'on a redessiné, on a dupliqué donc le formulaire de base pour en faire un formulaire qui soit dans un format plus adapté, par exemple pour une tablette qui aurait un écran plus petit. Donc affiché en vertical, ce ne serait pas possible. Il peut là encore signer, comme tout à l'heure. Il peut sauvegarder. Voilà, donc on a accès exactement à la même application, directement dans le web, sans avoir à taper une ligne de code supplémentaire. Une autre façon de parler des RDP, ouais, on va vous déporter un peu la solution sous un autre format. Donc là, pour l'instant, on était sur ordinateur, hein, on se connectait directement sur un bureau à distance avec l'ordinateur. On peut aussi vous le faire donc avec une tablette. Je vais laisser la parole à Mathieu, le temps de préparer un petit peu la démonstration. Hop. Tiens. Vas-y. Commence à lancer, ça va arriver. Ça met juste un peu de temps. Ça met un peu de temps, t'inquiète. Ça met du temps ? Ouais. Bon, je suis en train du coup de préparer. Voilà. Donc on a l'image. Donc là, je suis sur mon iPad. On va se connecter avec un client RDP qui est disponible dans l'App Store. Hein. Il y en a plein de différents. Je me connecte encore une fois. Tu n'avais pas déconnecté ? C'est bon. Vas-y, essaye. Ok. Alors, la connexion est un petit peu longue. On a qu'un utilisateur. Alors, attendez, c'est peut-être pas le bon. Si, c'est le bon. L'IP n'a pas changé. Hein. Non, elle n'a pas changé. Okay. On reprendra peut-être le truc après si... Ah, tu l'as ? Voilà, impeccable. Donc là, je me connecte, encore une fois, comme Mathieu l'a fait à travers son navigateur, mais là, je me connecte dans mon client RDP depuis ma tablette. Et j'ai encore une fois accès depuis mon iPad, directement à mon bureau Windows et à mon appli 4D du coup, sans avoir à faire une ligne de code. Je vais lancer mon appli 4D. Et voilà. Donc je suis connecté comme tout à l'heure à mon application. J'ai pas fait une seule ligne de code. Et pourtant, j'ai mon application 4D sur ma tablette. Je pourrai encore avoir accès à mon document. Et je vais pouvoir signer encore. Et tout ça. Donc tout ça depuis mon iPad, sans avoir tapé encore une ligne de code. La dernière solution qu'on voulait vous proposer, c'était une solution web, puisque signer à distance avec le client RDP, c'est bien. Le web, c'est bien aussi. Donc on a développé du coup pour la session une petite base Wakanda avec le connecteur 4D mobile, donc qui va nous permettre d'étendre un petit peu notre solution et d'avoir la possibilité de signer à distance. Actuellement, la base, je ne crois pas qu'elle soit sur vos clés USB, mais on va la mettre sur le FTP. Ouais. Le FTP, on vous le donnera à la fin de la session. Vous aurez tous les identifiants pour vous connecter pour récupérer tous les documents mis à jour. Voilà, donc je suis connecté à ma base Wakanda. On a fait une version hyper simplifiée, donc avec simplement la possibilité de dessiner la signature. Je vais demander à la personne au premier rang de signer du coup. L'important ici, c'est qu'on n'a pratiquement rien codé pour le déporter en Wakanda. Voilà. On a utilisé le même HTML qu'on a utilisé pour l'application Le HTML 4D. qu'on vous a proposé tout à l'heure pour dessiner. Voilà. Voilà, donc c'est très simple, ça marche très bien. Merci beaucoup. Impeccable. Donc on va essayer de vous faire passer un petit peu l'iPad pour que vous puissiez un petit peu tester la signature. Vous pouvez vous avancer si vous voulez. Je te récupère le câble. Ouais. Hop. Tu peux me débrancher aussi là. Pendant qu'il fait peut-être passer à 2-3 personnes, je vais vous commencer présenter... de ce côté-là, si vous voulez essayer un petit peu. Je vais vous présenter donc un autre projet. Vous avez le bouton clear qui doit se trouver en haut à droite qui vous permet de nettoyer. C'est vrai que pendant les sessions, on vous présente souvent des bases qui ont été faites exprès pour la session. Ici, ce que je voulais, c'était vous présenter le cas de la signature dans un contexte réel d'application.
Donc réel, on a une application en bêta qui le fait. Donc c'est une application que nous avons réalisée pour un petit client, donc Cisco, pour ceux qui connaissent. C'est un petit client. Hein. Et donc c'est une application donc, qui existe depuis des années chez eux. Et à l'heure actuelle de la mobilité, nous avons décidé de créer une solution qui permet de déporter cette application au niveau d'une tablette. Hop. Tac. Tu as lancé le serveur? Yes. Serveur Wakanda aussi? C'est le Wakanda. Donc pour cette application, nous utilisons Wakanda. Donc le Wakanda est le pont 4D mobile, encore une fois. Tac, tac, tac. C'est parti, ça se lance. Il faut que je lance la solution. Voilà, donc on voit la solution. On va lancer le serveur Wakanda qui va nous permettre de faire le pont. C'est un petit peu long. Voilà, le serveur est en ligne, mais tu vas pouvoir se connecter à l'application. Voilà, donc là on est dans le cadre de notre application, donc c'est une bêta, soyez indulgents. Hop, donc elle nous permet de nous connecter donc, à notre compte, d'avoir notre liste de devis. Donc c'est une application qui est pour les commerciaux Cisco. Donc c'est une application qui leur permet d'aller chez le client et de directement faire le devis à la main chez la personne. Donc en fonction du matériel qu'ils ont besoin, en fonction de la nécessité. Ils ont directement la liste donc, de leur devis. Quand on accède à un devis, hop, on retrouve un super montant, c'est Cisco. Donc on a un affichage un peu classique dans une application web. Bon, c'est une application bien sûr qu'on a faite un peu responsive, adaptée. Et vous retrouvez à gauche donc la signature. La signature de la même façon que précédemment. Je vais pouvoir arriver et signer. Hop. Avec la Surface Pro qui m'embête. Voilà. Je vais pouvoir signer mon devis. Donc dans un cadre réel, par exemple, là on parle de devis. C'est pas un niveau de signature exceptionnel. C'est par exemple pour signer le bon de commande du devis. Voilà, donc la personne, si de suite elle dit ce que vous m'avez préparé, le prix que vous m'avez fait, c'est génial, il peut directement signer par exemple et préparer le bon de commande. Avant de terminer la démonstration, je voudrais juste vous dire un petit peu donc la machine qu'on utilise et tout ça. Nous, on fait tout tourner là, tout ce qu'on vous a présenté. Donc le serveur 4D, le serveur Wakanda, les clients 4D, le serveur également TSE, TSLog qu'on utilise. Tout tourne sur la même machine. Donc c'est cette machine. On va repartir sur les slides. Check. Donc on va aller un peu plus loin. Tout d'abord avec le certificat. Donc on vous en a parlé plusieurs fois. Le certificat que nous avons utilisé pour l'application actuelle n'est pas valide. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas une autorité certifiée de certificat. Donc il faut vous en procurer un vrai. Ensuite, on a peut-être parlé de l'audit. L'audit, c'est ce qui vous permettra de faire une solution commerciale de 3e niveau. C'est un audit qui doit être réalisé tous les 2 ans. Vous pouvez le réaliser tous les ans pour être toujours en conformité, mais qui est obligatoire par la loi. Donc si vous voulez commercialiser une application de 3e niveau, il vous faudra passer cet audit, c'est obligatoire. La question de stockage, donc on parle de la mobilité, du tout numérique. Si vous passez à la signature électronique, bien sûr, vous allez avoir tous vos documents numériques. Donc je sais que peut-être certains ont une pièce où vous avez tous vos classeurs avec toutes les factures et on ne sait plus où les mettre. Là, vous allez passer à du numérique, vous aurez toujours votre pièce, mais vous aurez peut-être des archives et des sauvegardes à faire. Il faut savoir que par exemple, une facture ou un contrat qui a été signé en ligne, il faut le garder 10 ans. Donc il faut quand même se poser quelques questions avant parce qu'on pourrait avoir des soucis. Si 10 ans après, il faut réouvrir le document, il n'y a pas d'option, il faut absolument le réouvrir. Ensuite, il y a le point de la vérification. Donc on vous a montré tout à l'heure, c'était la création de la signature ainsi que la vérification. La vérification, on ne vous l'a pas montré. Elle a été faite par Adobe Reader dans notre exemple. Donc on a ouvert notre PDF et Adobe Reader nous a directement dit est-ce que le certificat est valide et il nous a donné toutes les informations. Ici, vous pouvez le faire vous-même aussi. On ne l'a pas fait là, mais c'est très simple. Vous avez une des possibilités, il y en a plusieurs, c'est d'utiliser PHP en natif, qui a une fonction qui s'appelle OpenSSL Verify. Cette fonction permet directement de vérifier si le certificat est valide et la signature aussi. Ensuite, un dernier point, c'est un réexamen. Donc les lois rentrent en application le 1er juillet prochain. Cependant, un réexamen des lois en fonction du statut actuel va être fait au plus tard au 1er juillet 2020. Donc si vous avez des applications qui tournent avec de la signature des certificats, je vous invite à vous tenir informé, toujours, au cas où, pour ne pas avoir trop d'ennuis, sur ce réexamen.
Pour finir, on va aborder donc les autres solutions, des solutions qui sont déjà développées et qui sont accessibles. Alors pourquoi choisir une solution toute faite? Premièrement, parce que vous allez gagner du temps sur le développement. Vous n'avez peut-être pas forcément l'envie de développer une application complète qui vous permette de signer, de faire l'audit pour que cette solution soit valide. Donc vous pouvez simplement faire appel à un prestataire de service. Un autre point important dans le choix d'un prestataire de service, c'est que généralement ils proposent des solutions pour intégrer déjà leurs produits. Donc par exemple une API qui vous permettre depuis votre appli web de signer les documents, donc en utilisant leur service. Un autre point. C'est un choix. Si vous développez l'application, vous avez la maîtrise de votre produit, vous avez la maîtrise de où vous stockez les documents, de comment vous générez vos certificats, mais il y a des contraintes, comme on l'a dit, vous allez devoir gérer les clés publiques, les clés privées. Ça, c'est des données qui sont un peu sensibles. Les clés privées, là, on vous l'a montré, elle est disponible. C'est une information qui ne doit jamais être dévoilée, normalement. À partir du moment où vous dévoilez la clé privée, votre certificat, il faut le révoquer pour qu'il soit plus bon et recommander un certificat. Donc ça, c'est important. Si vous développez l'application, il faut garder ça en tête, avoir les problématiques de stockage, donc notamment des certificats, des clés privées, des clés publiques et des documents. Faut que vous puissiez garantir que votre application, si vous signez les documents, le format PDF, c'est bien. Si demain, il y a un nouveau format qui arrive qui remplace le PDF, si vous ne faites pas la conversion, vous allez vous retrouver bloqué et vous pourriez avoir, vous, des problèmes si vous donnez pas la possibilité de consulter vos documents pendant la durée légale de conservation du document. Donc c'est des problématiques qui sont à prendre en compte, c'est des problématiques à voir. Après, un petit peu contre eux, ils ont l'argument du coût. Évidemment, si vous faites appel à un prestataire de service, il va falloir le payer. C'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu juste après. On a choisi de vous présenter 3 solutions. Donc la première, c'est celle-là, c'est Universign. C'est une solution qui a été développée par la société Cryptologue. C'est une plateforme en ligne qui vous permet d'inviter les signataires. Donc vous allez déposer vos documents en ligne, vous allez entrer les signataires avec leur adresse mail, leur numéro de téléphone. Ils vont être invités donc à venir sur la plateforme. Vous allez mettre sur votre document l'endroit où vous voulez que la signature apparaisse. Eux vont recevoir un mail, ils vont pouvoir se connecter à la plateforme. Ils vont pouvoir donc signer le document en faisant le dessin comme on a fait juste avant. Ils vont recevoir par SMS un code PIN. Et au moment de la signature, pour sceller donc les informations dans le document, ils vont taper leur code PIN et le document sera signé. Vous avez la possibilité avec cette plateforme d'ajouter plusieurs signataires, donc d'envoyer le document à tout le monde. Les signatures sont récupérées les unes après les autres, et vous avez la possibilité de voir tout l'avancement de ce processus-là. Ils proposent également une API pour avoir accès à leur service. Alors c'est une solution qui est bien si votre objectif c'est de faire signer des documents à des clients, pour des contrats par exemple. C'est pas forcément une solution qui est à choisir si votre but c'est simplement de tamponner des fiches de paye. Ça va être une signature simple avec un certificat donc, de RGS Server 1. Donc c'est pas forcément la meilleure solution. Par contre, eux, ils proposent pour la signature, comme je vous l'ai dit sur la plateforme, des prix à partir de 1,50 € par signature. Ça peut paraître beaucoup, mais pour ce prix-là, ils vous font donc la possibilité d'inviter les différents signataires sur la plateforme. Ils vous font l'archivage du document, l'envoi du SMS, tout ça. Ça se passe par contre pour les achats, c'est par pack de signature. C'est aussi pour ça que vous avez des tarifs qui sont un petit peu particuliers. C'est une solution à voir, c'est à vous de vous renseigner en fonction de vos besoins. La deuxième solution qu'on vous présente, c'est CertSign, qui propose encore une fois une solution pour signer en ligne, mais il propose surtout une application desktop pour pouvoir signer vos documents si vous avez déjà un certificat. Là, ça nécessite le certificat, donc ça veut dire qu'il faut que vous vous procuriez le certificat chez une autorité de certification. Vous avez ensuite votre application, vous mettez votre certificat dans votre application et là, vous pouvez signer vos documents. Il propose aussi d'automatiser donc le cachet d'entreprise avec un serveur de signature. Donc c'est un serveur dans lequel vous allez déposer vos documents PDF et ils vont être signés les uns après les autres de façon automatique. Comme ça, vous n'avez pas à gérer ça. Et la dernière solution qu'on va vous proposer, c'est Adobe eSign Services qui propose un autre modèle encore. C'est un modèle qui va être par mois et par utilisateur. C'est la dernière slide. Donc on va être entre 12 et 45 € par mois et par utilisateur. Par contre là les signatures seront illimitées, mais encore une fois il faut vous procurer un certificat. Et il propose également une appli mobile, donc qui peut être vraiment pratique si justement votre but c'est de faire signer un devis par exemple à quelqu'un, vous pouvez vous rendre sur place et signer le devis avec lui. Un bon point, c'est qu'Adobe PDF quand même, c'est quelque chose qu'on retrouve pratiquement sur toutes les machines. Donc ça c'est un bon point. Il intègre directement Acrobat Reader. Oui, le service est directement intégré. Vous avez directement, quand vous ouvrez votre PDF avec Adobe Reader, donc la possibilité de cliquer sur le bouton et d'avoir accès à votre signature. Vous allez pouvoir encore dessiner la signature, parapher également. C'est un service qui est proposé dans cette solution-là.
C'est vrai que par exemple, je vais prendre le cas par exemple du notaire. Bien sûr, la signature, hein, on parle des lois là, elles sont dans tous les types de domaines. C'est pas un type précis qui doit maintenant être réglementaire par rapport à la signature électronique. On est vraiment dans tous les domaines actuels. Donc par exemple le notaire justement, vous avez souvent des fois le paquet de liasses de 130 pages à signer et à parapher. À l'heure actuelle, sur un 3e niveau, vous signez une fois, elle est répliquée sur toutes les pages. C'est un gain de temps énorme pour les personnes qui font signer, pour les personnes même qui utilisent, c'est agréable. Donc voilà. On va passer aux questions-réponses. Si vous avez des questions, si vous voulez revoir des choses, si vous voulez des petites informations supplémentaires. N'hésitez pas à noter la session si vous pouvez nous apporter des améliorations pour le futur. Et vous avez nos adresses mail sur le PDF si vous voulez nous contacter pour avoir une question en plus. Et le FTP. L'adresse du FTP. Vous aurez la dernière version de nos documents. Voilà. Oui. Attendez, je vais vous passer le micro, ce sera plus simple. Donc oui, moi j'avais une question par rapport à la signature de documents binaires. Là, vous avez juste évoqué le sujet. Oui. Pour avoir une idée de comment ça fonctionne, pour encapsuler le document dans la signature, comme vous l'avez dit, si c'est possible avec ce genre de méthode-là, ou bien s'il faut prévoir quelque chose d'autre. Enfin voilà, juste avoir un contexte du fonctionnement de ce genre de truc-là. Alors, je vais reprendre le micro. On n'a pas d'autre ? Non, il n'y a qu'un micro, je crois. Alors, pour la signature de fichier binaire, la signature elle va être à l'extérieur du document. On ne peut pas intégrer le fichier binaire dans la signature ou la signature dans le fichier binaire parce qu'on risque justement d'endommager. Donc, on va avoir une signature qui se trouve à côté. Donc, on va avoir votre fichier et ensuite la signature. Effectivement, c'est quelque chose qu'on ne vous a pas proposé là parce que ce n'est pas forcément le plus commun. A priori, les méthodes pour générer les signatures vont être identiques puisqu'on va générer un hash du fichier binaire. C'est tout à fait possible. On va obtenir donc une empreinte, encore une fois binaire. Et à partir de là, on va pouvoir mettre ça avec notre certificat dans un fichier signature. Par contre, dans le fichier de signature, a priori, il y a l'équivalent du document pour garder une trace du fichier de base, afin que si le document change, il soit différent, voilà. Bien sûr, et on détecte la modification. C'était là où je voulais en venir. Comment on fait pour garder le document authentique alors que sa signature est faite ? On peut très bien transmettre le document non signé, régénérer une signature et puis la falsifier de cette manière-là. Alors, le problème, c'est que si vous faites ça, vous allez générer... Donc, si vous modifiez le document binaire, vous allez avoir une signature, donc la première que vous allez générer, l'empreinte du document qui va être différente avec la fonction de hash, puisque la fonction de hash, elle donne un résultat unique pour chaque document. Et à partir de là, vous allez avoir une signature au moment donc, où vous allez signer. La signature, ça inclut forcément un timestamping. Donc, vous avez forcément une unité de temps. C'est basé sur le temps UTC, donc c'est un temps universel. Donc, la deuxième signature que vous avez générée pour le document, elle sera valable que pour le deuxième document. Donc, vous n'allez pas pouvoir falsifier la signature de cette façon-là. C'est un autre document que vous allez signer, en fait. La première signature que vous aurez générée, elle sera unique et elle sera liée au premier document. Il suffit qu'un seul bit change entre 0 et 1 pour que la signature saute. N'importe quelle modification fait sauter la signature. Même un point, une virgule, n'importe quelle modification. C'est la première chose que vous avez dans Adobe, par exemple, quand vous modifiez le PDF. Là, on l'a ouvert, donc il a dit qu'il n'a pas été modifié. La première chose que vous avez, si vous modifiez le document PDF, c'est la signature n'est pas valable, le document a été modifié depuis la signature. Et ça sera pareil là pour un fichier binaire ou pour un fichier XML. La signature, elle est vraiment liée aux données grâce à l'empreinte. C'est presque les données qu'on va signer. Donc on va générer cette empreinte et c'est cette empreinte qui est unique et qui est liée au document. Et n'oubliez pas donc de noter la session en vous rendant sur le site du summit.4d.com d'aller sur la session et de cliquer sur le bouton Give Feedback. Vous pouvez nous contacter, du coup vous avez nos adresses mail et l'adresse du FTP. Sur le FTP vous trouverez donc la base 4D de démonstration, la présentation en français et en anglais, et vous avez également une documentation qu'on a écrite il y a une vingtaine de pages qui précise un petit peu des choses sur notamment les librairies qu'on a utilisées, les méthodes qu'on a utilisées, donc n'hésitez pas. Et il y a également un fichier zip qui contient un certain nombre de PDF, notamment les textes de loi que Mathieu vous a présentés. Donc le fichier est zippé, mais vous pouvez les zipper, vous avez accès à tout un tas de PDF qu'on a jugé utile et qu'on a trouvé intéressant. Et on vous rajoutera aussi la base Wakanda aussi pour avoir un exemple web de l'application. Voilà. Merci.